Bonjour à tous. Nous voici dans la galerie Thomas Bernard, Cortex Atlético, pour un échange qui va porter dans le cadre de ce webinaire sur les nouvelles normalités dans le domaine des arts, des médias, de la communication. Donc un échange qui va porter sur ce que la crise sanitaire a fait à l'écosystème des galeries d'art, au marché de l'art contemporain, de manière plus générale. Et bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et je remercie Thomas Bernard de m'accueillir dans sa galerie. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la réinvention, la part de réinvention dans la relation qui se construit avec le public, des œuvres que les galeries montrent au quotidien et qui sont les seuls lieux aujourd'hui, pour l'instant, où nous pouvons nous régaler d'expositions et de découvertes d'œuvres. Thomas Bernard, je vais commencer directement avec une question assez générale. Pour resituer un petit peu les choses, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente exactement dans l'écosystème du marché de l'art contemporain le rôle d'une galerie, de ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle un peu moins souvent aujourd'hui un marchand d'art, si l'on considère que cet écosystème contribue à un processus qui est un processus de légitimation des artistes, des œuvres des artistes, de la construction de la valeur symbolique, de la valeur d'exposition, de la valeur économique de ces œuvres, et que cet écosystème aussi, il est constitué d'un réseau, d'un maillage très imbriqué, très serré, d'acteurs qu'on trouve évidemment du côté des foires d'art, des maisons de vente, du rôle joué par la critique d'art, du rôle très important joué par les institutions publiques, les collections, par les centres d'art qui produisent aussi des œuvres, et évidemment par tout ce public d'acheteurs, de collectionneurs aux profils extrêmement variés, qui avec vous génère aussi cette construction de la valeur des œuvres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi les galeries constituent en fait un des maillons centraux de cette économie des arts visuels et de cette construction d'une esthétique contemporaine? Bonjour. Alors en fait, il y a déjà beaucoup de sujets à aborder là. Alors je vais essayer de revenir un peu dans un premier temps sur une tentative de définition du métier de galeriste. Donc, bien entendu, moi, ce que je peux raconter, en fait, n'engage que moi. C'est-à-dire que la question de la galerie, c'est avant tout la question de la personne qui porte ce projet. Et donc, forcément, c'est une épopée assez singulière, au profit, au motif d'une passion. En tout cas, c'est plutôt ce que j'ai en commun avec mes confrères que je vois assez bien pour d'autres choses. Alors, j'aimerais quand même revenir sur 2-3 termes. La première chose, c'est que c'est la question de l'art contemporain, donc on va dire qu'on travaille avec des artistes qui sont vivants. Enfin, moi, c'est ce qui me convient le mieux en fait comme définition, au-delà d'une classification universitaire ou historienne ou j'en sais rien. En tout cas, moi, je travaille plutôt avec du vivant, a priori, puisqu'en fait, c'est pas complètement vrai. Et finalement, effectivement, moi, une des choses que je considère par rapport à la galerie, c'est que la galerie est un espace qui enclenche et qui enclenche plein de choses avec effectivement d'autres partenaires, mais c'est quand même l'espace qui en premier va enclencher. Alors ce qui est surprenant aussi, c'est que alors on va revenir aussi sur la notion de marchand, c'est-à-dire que le marchand, c'est un terme assez technique, donc il existe essentiellement dans le second marché, c'est-à-dire c'est un projet d'achat-revente. Donc moi, ma structure, celle dont je m'occupe, agit sur le premier marché, c'est-à-dire où on va mettre pour la première fois sur le marché une œuvre. Le second marché, c'est du bien d'occasion, c'est-à-dire que
le marché est déjà éventuellement constitué, et le marchand donc aura acheté et ensuite va revendre dans un délai qui est le plus court possible, ou au contraire le plus long, parce qu'on va essayer d'exploiter justement la réalisation. Alors, C'est le cas des galeries d'art moderne. exactement, donc ça veut dire que la constitution de la valeur symbolique, elle est éventuellement déjà existante. Alors, moi, mon activité, elle est de mettre sur le marché des artistes qui sont vivants. Alors, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est premièrement sur la définition on parlait de ce maillage de différents acteurs, donc en évoquant les foires, les sociétés de vente volontaire, enfin les maisons de vente, les critiques, les institutions, les collectionneurs, les centres d'art, le public. Et finalement, on oublie que la clé centrale, en fait, c'est l'artiste. Et ça, c'est hyper important, parce que même dans deux, trois choses qu'on va... dont on a un peu parlé avant de préparer tout ça. Effectivement, le comité des galeries d'art a publié des chiffres, mais il ne faut jamais écarter le fait que tout ça, c'est au profit en fait de l'artiste et de son œuvre. Ensuite, c'est dans les choses qui sont assez importantes, c'est que effectivement, alors pour aussi bien définir la galerie c'est une structure privée, donc c'est une entreprise dont les ressources proviennent de la transaction qu'elle va effectuer lorsqu'elle vend des œuvres. C'est-à-dire qu'une galerie, c'est un commerce. Et moi, j'aime beaucoup ce mot. Enfin, je me sens tout à fait à l'aise avec l'idée d'être commerçant, parce que l'art du commerce, c'est au-delà de la transaction financière, c'est l'art de l'échange. Et donc, nous, on doit échanger avec des flux, avec des forces contributrices qui vont nous accompagner dans la réalisation donc, de cette valeur symbolique, que nous, on va appeler une fortune critique. C'est-à-dire de pouvoir justifier, argumenter sur la question ensuite d'un prix. Donc accompagner l'artiste dans sa vie avec... donc moi j'ai pas de grande intention d'enrichissement, en tout cas c'est pas mon propos, mais en tout cas cette simplicité, cette honnêteté à devoir traiter avec un flux qui est un flux financier me semble, en tout cas pour moi, dans mon choix, je suis devenu galeriste du fait de ce choix, me semble beaucoup plus libre et juste que d'œuvrer pour une tutelle politique qui finalement va se mêler de ce qu'il ne regarde pas forcément et de ce qu'elle ne comprend pas forcément. Et à ce titre-là, il y a quelque chose qui est très important même dans le vocabulaire qu'on utilise autour des galeries, c'est que quelle que soit la galerie, on va chez Perrotin, on va chez Gagosian, on va chez Thomas Bernard, alors qu'on va au Centre Pompidou, on va au Palais de Tokyo. Donc il y a vraiment la question de l'espace maîtrisé presque au sens domestique et oui. Et la notion aussi de... moi tout mon projet c'est d'essayer d'être un peu contagieux dans des enthousiasmes que je peux avoir à la fois sur des œuvres, mais en fait encore plus sur des artistes et sur le choix qu'ils expriment de parler de ce qui nous environne, de ce qui nous tient, de ce qui nous pose problème, questions, etc. Donc effectivement, nous après ça, on va avoir... Donc la galerie, pour moi, c'est vraiment un espace assez particulier, y compris par rapport aux autres espaces dont on parlait, donc qui sont capables de faire des expositions, donc que ce soit les centres d'art sur un terrain prospectif avec éventuellement la possibilité de production, que ce soit le musée sur un terrain rétrospectif, que ce soit la foire à un moment T, etc. En fait, on va... en gros, chaque exposition construit comme des coordonnées GPS qui vont nous permettre, exposition après exposition, de pouvoir tracer un chemin, et c'est très important, avec la nécessité d'accepter les moments creux et les moments pleins. Nous, ce qu'on va essayer de considérer au niveau de la galerie, c'est à la fois le moment, c'est-à-dire le moment de l'artiste dans son travail. Est-ce que ce moment est-ce que l'exposition est nécessaire pour identifier ou confirmer ou en tout cas mettre en évidence ce moment. Et ensuite c'est le moment de ce moment, c'est-à-dire de considérer que à l'intérieur de notre programmation, à l'intérieur de l'environnement de cette programmation, à l'intérieur de ce qu'on peut avoir comme projet, c'est-à-dire que au motif par exemple d'une rétrospective dans un grand musée, on peut considérer que amener une exposition juste avant, c'est déjà en fait apporter un plus de connaissances par rapport à un projet qui lui va être rétrospectif. Mais effectivement, c'est la question de cette représentation qui est un peu comme un agent, c'est-à-dire qu'on va accompagner dans tous ces aspects finalement le travail d'un artiste. Sa carrière et son chemin de vie. Oui. Ouais. Alors,
si on essaie de reprendre un peu le fil de l'année dernière, de ce qui s'est passé pour le monde de l'art, avec le premier confinement, toutes les galeries ferment à partir de mars 2020. Toutes les foires sont annulées et elles sont très nombreuses au printemps. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous pensez que ça a déclenché déjà de nouvelles formes d'adaptation? On ne parle pas, je pense, de résilience à ce stade, mais parce que les choses se sont peut-être tissées au fil des mois et plus récemment encore, à mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, moi je pense que finalement cette pandémie, elle accélère un système qui était déjà lui-même en cours de grippage. Ça veut dire qu'on était en hyper vitesse avec un système, avec une accélération. On peut parler d'accélérationnisme. L'accélération de Darmouth-Rosa. Voilà, et donc effectivement, on était sur un système qui était de plus en plus rapide aux dépens finalement d'un rapport de contenu. C'est-à-dire que donc on était arrivé à des foires, il y en a des milliers, des biennales pareilles, ça devenait assez compliqué. On était sur un schéma ultra globalisé et finalement la question de l'émetteur, elle devenait assez diluée par un système complètement ogresque qui imposait de manière assez dure à nos espaces de liberté un fonctionnement qui moi de toute façon me convenait plus. Pour plein de raisons, d'une part parce que... pour plein de raisons. Donc en gros ce qui se passe c'est que en mars tout s'arrête, avec ce que ça suppose à la fois d'inquiétude et en même temps comment dire, de points d'excitation en se disant tiens, peut-être qu'il fallait ça en fait pour qu'on se repose certaines questions. Donc effectivement il y a eu la question de qu'est-ce qu'on va réinventer. Moi ce qui m'intéresse plutôt c'est qu'est-ce que justement on va retourner chercher. Et donc la question c'est effectivement quels sont les points d'ajustement qu'on peut trouver par rapport à cette situation, mais quels sont les invariants. Et l'invariance de notre métier, moi je suis convaincu que c'est le lieu, et le lieu y compris en termes de prise de parole. C'est-à-dire que quand on va chez Daniel Templon, c'est parce qu'on va écouter Daniel Templon. Quand on va chez Yvon Lambert, c'est parce que quelque part on va écouter Yvon Lambert. Et que être galeriste, c'est prendre la parole. Et cette parole, en fait, on l'entendait plus. C'est-à-dire que, d'une part, cette parole, les foires les avaient en partie diluées, puisque, pour expliquer ce que c'est qu'une foire de manière très simple, est-ce que ça a été, est-ce que c'est devenu la foire, c'est la concentration dans un espace-temps donné d'un ensemble d'une offre et d'une demande. Avec, dans la question de cette offre, la question des galeristes, et ensuite dans la demande, la question des collectionneurs. Alors le problème qu'on a, c'est que l'espace-temps étant tellement concentré, et le marché étant tellement rapide, et le positionnement, comment dire, on a un décalage entre l'offre et la demande, ça veut dire que l'offre est largement supérieure à la demande dans notre marché, et donc il y a une compétition dans l'offre qui est complètement dingue, et du coup on a une surenchère de la rutilance presque, en tout cas du spectaculaire, parce que dans un rassemblement de toutes ces offres individuelles, on a peu de temps pour plaire en fait. Donc les foires de plus en plus ont mis à l'écart des propositions qui étaient discrètes, fragiles, presque impossibles en fait à mettre en évidence, et alors que c'est quand même aussi une partie de l'art et c'est important. Donc on est allé vers une espèce de surenchère avec un accompagnement médiatique de ces événements qui était lui aussi sur des critères de regard qui n'étaient que des critères de mesure. Donc voilà, il y a l'œuvre qui coûte tant à la FIAC, il y a l'œuvre qui pèse tant à la FIAC, il y a l'œuvre qui mesure tant. Le stand dont la superficie est de... Voilà, et ça en fait, cette espèce de système, je veux dire, c'est tellement loin en fait du coefficient d'art qu'on peut aller chercher dans une œuvre. On peut peut-être que donc le plus long calendrier du monde qu'on peut voir à Bâle, c'est peut-être pas forcément le meilleur en fait. Et ça c'est dommage. Donc il y a une différence entre gros et beau, et peut-être que
ben, en fait, cette pandémie, en arrêtant tout ça, elle nous a permis un peu de repenser nos métiers. Alors après, en fait, ce qui se passait, c'est que depuis, en gros, le début des années 2000, on s'est aperçu que les charges d'une galerie avaient été profondément transformées et que le coût de la promotion d'un artiste était largement supérieur au coût nécessaire d'une galerie, qui était la somme des salaires et des loyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, on va être très cash avec tout ça, mais en gros, moi, ce qu'une FIAC me coûte, c'est un poste de bibliothécaire à plein temps. Donc, est-ce que moi, la question des archives, qui est une question en fait qui m'intéresse, finalement, se retrouve amputée parce qu'on doit absolument être là. Donc, ces foires qui donc à la base était une concentration de galeristes qui venaient d'un peu partout, avec toute la possibilité qu'on avait entre nous de pouvoir échanger. Et puis donc moi la première fois que je fais c'était assez longtemps, mais C'était à Bâle, hein, c'était à Bâle, ouais. Et donc c'était à une autre époque. Et puis moi je venais juste d'ouvrir la galerie, puis je connaissais rien, puis j'ai jamais mis les pieds sur une foire avant en fait. C'était en quelle année? En 2006. Et ce qui est intéressant, c'est que moi ça m'a permis de rencontrer des confrères avec des gens qui venaient des États-Unis, de Roumanie, de Chine, de machin, et qui, bon, pour ceux qui n'ont pas fermé, sont restés en fait de vrais compagnons. C'est-à-dire des gens avec qui, quand bien même on ne travaille pas au quotidien ensemble, mais on a une. On grandit ensemble, on échange, on s'entraide. Voilà. Ça aujourd'hui, c'est un truc qui a un peu disparu, et puis surtout les foires. Qui sont quand même un sacré bazar à organiser. Finalement, on a confié cette organisation à des entreprises dont le métier est de faire des foires et qui finalement elles-mêmes un jour se sont permises de gérer à leur propre compte finalement la sélection des exposants. Donc ça veut dire que les gens qui sont sélectionnés pour aller à la FIAC, quand bien même on considère qu'il y a une sorte de collège de galeristes derrière ça, en fait oui, mais pas complètement. C'est-à-dire que les intérêts sont des intérêts de positionnement de telle entreprise foire par rapport à telle entreprise foire. Et dans des rapports effectivement de concurrence, de puissance, etc., que forcément ils ont entre eux. Donc ça c'est une première partie de ces, on va dire, métafoires. Et il y avait une autre partie de foire plus là encore éditoriale, où finalement, puisque l'idée c'était que des exposants prennent des risques, donc avec des stands qui étaient un peu moins chers, le coût de l'organisation était compensé par des subventions publiques, etc., etc. Et donc finalement, on se rendait compte que certaines foires, finalement, étaient plutôt au profit d'un marketing territorial qu'à une vraie conjonction de ces forces contributrices, c'est-à-dire les gens qui écrivent, qui achètent, qui programment, etc. Et la manière que j'ai de montrer des œuvres avec tout l'amour que j'ai pour ces pièces, et ben finalement c'est extrêmement décevant de devoir les mettre en pâture sur un système où le public va passer à côté de toute l'histoire, de tout ce qui est autour, de tout ce que moi je peux apporter en fait pour accompagner quelqu'un vers quelque chose qui serait et quand bien même c'est pas son goût, mais de lui montrer pourquoi est-ce que, à mon sens, hein, bien sûr, et c'est contestable, mais je pense que c'est quelque chose de qualité. Donc voilà, donc les foires ont fait ça. Ensuite, l'autre chose qui était important, c'est que donc au départ, la galerie fonctionne sur 4 espaces. Donc il y a la partie expo, il y a la partie bureau dans laquelle nous sommes. On a un showroom parce qu'on a besoin de temps en temps d'avoir, enfin un showroom dans le sens de, on a besoin de montrer de temps en temps à une personne en particulier un ou deux trucs, que ce soit un acheteur, un directeur du musée, c'est un etc. espace où vous accrochez des œuvres qui est donc très qui évolue beaucoup. Exactement, où on est plus sur voilà. Voilà, c'est de l'accrochage libre et un espace assez cosy. Voilà, on peut se poser, on peut prendre le temps de discuter, de regarder, et puis nos stocks. Or, il s'avère que, justement, depuis le début des années 2000, l'accélération de nos coûts périphériques s'est fait parce que, de plus en plus, la galerie a déporté son action à l'extérieur. C'est-à-dire que, et tout ce qui est à l'extérieur nous met à découvert. C'est-à-dire que quand on fait une foire en plein gilet jaune, avec des blindés de la gendarmerie qui protègent le Grand Palais, c'est pas cool du tout, quoi. Quand Trump est élu le week-end de Paris Photo, c'est un vrai souci. C'est-à-dire, en gros, chaque fois qu'on met les pieds en dehors de la galerie, non seulement notre discours est comment dire, est rabougri, enfin je sais pas, enfin en tout cas raboté, amputé, et en plus on prend des risques financiers qui sont assez élevés. Alors effectivement les foires s'arrêtent avec ce premier confinement et certaines basculent complètement en ligne. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des viewing rooms. Alors là, viewing rooms. Ouais. Alors ça, on en reparlera peut-être
un peu après, Ouais, mais parce que c'est une vraie problématique. parce qu'il y a une vraie problématique, Ouais. effectivement, et je pense que ça recouvre aussi d'autres sujets qu'on avait un peu déjà évoqués ensemble sur la manière de rendre visibles les artistes, etc. Donc, si on revient un petit peu en arrière dans ce que vous venez de nous dire, donc voilà les conséquences pour l'arrêt de ces foires. C'est intéressant de commencer par là, je pense, parce que ça resitue bien aussi cette course effrénée dans laquelle toutes les galeries se trouvaient, et se trouvent encore quand même, parce qu'il semblerait que, d'après l'enquête qui a été menée par le comité professionnel des galeries d'art sur l'année 2020, de ce que j'en ai retenu, c'est que la reprise des foires serait quand même plébiscitée par 75% des galeries. Alors c'est peut-être un chiffre à revoir, et peut-être qu'il y a des nuances que vous pourrez apporter, étant vous-même un acteur assez dynamique du comité professionnel des galeries. Je voulais nous amener peut-être vers une autre question d'ordre économique, puis on arrivera plus vers un questionnement lié aux œuvres, lié à la place des artistes que vous défendez, etc. Une question qui revient un peu à analyser les différents modèles économiques de galeries qui cohabitent, si on considère la cartographie actuelle, du moins en France à l'échelle européenne, mais je pense qu'on peut répliquer un peu ce type de cartographie à une échelle un peu plus internationale, à savoir des galeries qui se positionnent quasiment comme des industries culturelles à part entière, enfin qui sont des poids lourds, pour employer un terme un peu familier, qui présentent des stars, des artistes ultra confirmés, etc. Et puis toute une partie très importante, finalement c'est la partie la plus importante des galeries, qui sont pas tout à fait dans ce sillage-là, mais qui sont plutôt là pour découvrir, faire découvrir, chercher, révéler toute une part de la création en train de se faire. Alors, je ne suis pas certaine que vous serez en accord avec la vision peut-être un peu binaire que... Non, moi je suis très d'accord, parce que finalement la vision elle doit être binaire. Il y a un élément par contre qu'il faut intégrer, et qui était, faut dire, qui a commencé à se mettre en place un tout petit peu avant ce confinement, et qui du coup sur un terrain masqué en fait va avoir une importance très 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 forte là très prochainement. C'est que donc on parle depuis Paris, donc effectivement on est sur un marché qui est très globalisé, mais il ne faut pas déconner, on parle depuis de Paris, c'est-à-dire on parle depuis la première destination touristique au monde, on parle depuis la plus forte densité culturelle du monde, et on parle depuis un tissu de galeries que je ne vois pas quelle ville en fait aurait ce spectre à ce point qualitatif et large. Si on compare avec New York et Londres. Alors déjà Londres, c'est clair que ça va pas être possible, on ne peut pas comparer avec Londres. Et New York, oui, parce qu'il y a déjà une histoire, et en fait il y a des flux qui sont un peu différents. Quoique, en fait, là, il y a une donnée qui est hyper importante, c'est le Brexit. Oui. Et que, en gros, évidemment, l'Angleterre, partie du Commonwealth, machin, tout ça, donc était une sorte de base avancée pour des galeries donc plutôt américaines, pour avoir un pied en Europe. Or, donc Londres, on raye Londres, qui était en plus un marché extrêmement spéculatif, extrêmement rapide, parce que extrêmement récent, et construit par les Yuppies de la Cities. Et donc ces galeries, elles ont besoin de trouver un autre point d'ancrage en Europe, et il s'avère que c'est Paris. Déjà, parce que Paris c'est plus cool que plein d'autres villes, que deux, on a une TVA à la marge, donc une TVA à taux réduit, c'est pas n'importe quoi, et qu'on a un pays, quoi qu'on en pense, enfin voilà, c'est libre à chacun, mais qui est démocratiquement assez stable. Une autre donnée importante, c'est que dans les très gros collectionneurs dans le monde, il y a des Français, et qui s'expriment, c'est-à-dire que la Fondation Vuitton, la Fondation Pinault, en fait, ne sont absolument pas sous-taillées par rapport à des très grandes fondations américaines. Et puis une autre donnée qui est importante, c'est que, on parlait des sociétés, des maisons de vente,
c'est que Christie's est français depuis un moment, mais Sotheby's l'est aussi, enfin maintenant est franco-israélien, et, euh, et donc ça c'est quand même un énorme apport. Donc en fait on arrive à un moment où pendant que tout est fermé, pendant que machin, il y a des travaux dans tous les sens, dans les galeries. Effectivement, par rapport à ce qu'on disait sur la polarisation de ce marché, on a depuis 2005-2006, on a moins d'ouverture que de fermeture de galeries. Ce qui est une décélération après une accélération constante pendant des années et des années. Ouais, depuis le Mais début des pour années autant, 90, qui a été vraiment le ouais. point de départ. Mais pour autant, au mètre carré, les choses augmentent. Ça veut dire que, bon, d'une part, les galeries dans n'importe quelle métropole se sont aussi développées sur la question de l'immobilier, et puis parce qu'une galerie participe de la gentrification d'un espace, etc. Mais aussi parce qu'il y a besoin de montrer plus, 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 plus. Alors, effectivement, aujourd'hui, les choses sont assez polarisées. Les chiffres du comité des galeries d'art, donc le comité professionnel des galeries d'art rassemble donc un ensemble de galeries sur le territoire français. Donc pas simplement de l'art contemporain, ça peut être de l'art moderne, parfois certains antiquaires, ça peut être un marché, enfin celui du chromo qui va se concentrer donc plutôt sur la frange littorale. Enfin, il y a plein de possibilités, il y a plein de manières d'être galeriste et il y a plein de segments de marché différents. Donc effectivement, on s'aperçoit que ce sont pour l'essentiel des TPE enfin, c'est très peu staffé hein, les galeries, et quand bien même elles sont immenses finalement, c'est pas si gros que ça. C'est-à-dire que même si on considère que Gagosian est de très loin le plus gros player en fait de ce marché-là, avec un chiffre d'affaires qui est d'à peu près $1 milliard, finalement c'est pas une énorme équipe. Ils sont combien Bon, d'une en part, il y a une France? quinzaine de lieux. En France, je ne saurais pas trop, mais au total, en gros, ils sont 200, un peu plus de 200. Ce qui est Toutes pas galeries toute galerie confondue. confondues pour Gagosian. Ouais, ce qui fait qu'à l'échelle d'une PME, c'est pas dingue. C'est pas, voilà, ça reste ça quand même. Bien sûr, ça pèse énormément sur le marché, mais bon, c'est pas les galeries sont pas des industries en fait, même si elles ont des schémas de diffusion qui peuvent être industriels. Oui, Donc, mais il y a beaucoup d'emplois induits par les galeries. oui, bien sûr, mais Les les emplois, transporteurs, oui, mais ça on le trouve dans les toute activité régisseurs, économique. les encadreurs. On le trouve dans toute activité économique. Ouais. Je veux dire, un restaurateur, il fait travailler des mecs qui font des casseroles, des mecs qui font des fourchettes, des mecs qui font de la viande, des mecs qui font des assiettes, des gens qui servent, etc., etc. Donc toute activité économique, finalement, existe dans une chaîne d'opération et chaque opération valorise la valeur ajoutée du travail de chacun. Donc bien sûr que effectivement, si on prend l'ensemble de l'économie des industries créatives, le PIB généré par les industries créatives, en France en tout cas, il est largement supérieur à l'automobile par exemple. C'est un secteur colossal, quoi, qui est très mal considéré par le gouvernement pour plein de raisons, et puis c'est peut-être pas le moment de revenir là-dessus, mais voilà, donc effectivement, ce sont en général plutôt des petites structures. Après, ce qui est intéressant, c'est en regardant à peu près une association qui s'appelait Galerie Mode d'Emploi, qui aujourd'hui s'appelle Paris Galerie Map, qui rassemble donc un ensemble de galeries qui, contrairement aux foires où la foire va sélectionner des gens qui vont sélectionner des gens, avec l'assentiment bien sûr de l'opérateur final, c'est-à-dire l'entreprise qui possède la foire. Là, c'est un sujet où les galeries se cooptent entre elles en reconnaissant chacune la qualité du travail de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que cette association qui s'est construite au milieu des années 90 et qui à l'époque regroupait une trentaine de galeries, avait des adhérents dont le profil en termes de chiffre d'affaires, en gros les écarts qu'on avait étaient d'à peu près 1 à 15. C'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y avait une galerie à 1 et une galerie à 15, et puis voilà. Aujourd'hui, dans les adhérents, donc aujourd'hui on est 82, les écarts vont de 1 à 20 000. Donc c'est colossal en fait. Ça veut dire qu'on a un marché qui s'est totalement polarisé, que si en plus on sort les écarts types à 20% à peu près, on n'a pas grand chose au milieu. Donc on a des immenses opérateurs et justement des gens qui sont plutôt dans une phase de mise sur le marché, donc de défrichage, etc. Et finalement, peut-être que les deux doivent collaborer exactement à l'image. Et c'est vraiment quelque chose qui a été mis en évidence par cette crise-là, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment rendu compte que les très gros opérateurs sont d'excellents diffuseurs, mais finalement sont pas forcément les plus pertinents d'un point de vue éditorial. Voilà, pareil pour les centres d'art, pareil pour les musées. Enfin, à partir du moment où les choses se sont arrêtées, on a un peu mieux compris le fonctionnement de Alors, chacun. ça veut dire, si je traduis, que les structures
que vous qualifiez d'éditoriale, qui serait une galerie comme la vôtre, et comme de très nombreuses galeries ici autour, ou un centre d'art, finalement tirent un peu leur épingle du jeu, ou parviennent à mettre davantage en valeur leur singularité et leur rôle primordial? Bah, oui, d'une part parce que, bon, effectivement, c'est la question de la singularité. C'est la question aussi d'un modèle économique qui existe quand même sur la rencontre et aussi cette nécessité de l'expérience sensible. Enfin, c'est-à-dire le fait que finalement notre clientèle, au sens très, très large, hein, puisque j'intègre aussi dedans les critiques, etc. Enfin, on va dire Donc notre. la clientèle pour une galerie ici, c'est la critique d'art, les Non, représentants des institutions. alors, notre clientèle dans le sens des usagers actifs. C'est-à-dire que moi je pense qu'une galerie c'est une corbeille où des verbes vont s'échanger. Ça veut dire entre montrer, programmer, entre dire, écrire, entre etc., etc. Effectivement, ça écarte absolument pas le public qui lui aussi est un apport parce que si on dit à un artiste que personne n'a vu son exposition, c'est toujours triste. Nous, on a besoin que des gens viennent voir l'exposition, puis aussi quand même qu'on ait des gens qui la soutiennent à la fois dans sa diffusion et dans son acquisition. Donc nous, nos clients, là aussi, puisque les marchés les galeries, enfin l'offre galerie s'est considérablement étendue et polarisée, pareil pour les collections. C'est-à-dire que nous, on peut avoir affaire à des très grands musées avec des très grands moyens et aussi des tout petits musées avec des petits moyens. On peut avoir des énormes collectionneurs avec des très gros moyens et des espaces à eux à droite à gauche, et puis des gens en fait qui vont nous régler une œuvre en 5 chèques de 200 euros et c'est très bien. Donc on doit respecter ça et considérer aussi que le point commun, le dénominateur commun de toutes ces transactions, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient intellectuelles, financières et autres, finalement c'est ici. Et ça c'est important. Donc de voir que finalement Paris est en train avec cette espèce d'hyperdensification de l'offre, peut-être que, vous évoquiez l'histoire de New York, mais New York pendant longtemps il n'y avait pas vraiment de foire, parce que les galeries new-yorkaises considéraient que finalement la foire c'était tous les jours. Parce que les flux en fait étaient tellement forts et convergents sur New York que la nécessité d'aller fabriquer un nouvel espace-temps n'était pas forcément nécessaire. Donc peut-être que Paris devient, en s'hyper concentrant, redevient un hub, et donc ça c'est important, ou un cluster, enfin c'est aussi un terme économique. Ce qui n'empêche pas que, et effectivement par rapport à cette question, que les galeries ont besoin, sont pour le fait que les foires se remettent en place, ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'est-ce qui existe ailleurs, donc ont le besoin d'aller ailleurs rencontrer des nouvelles situations de marché, mais ont aussi besoin que des opérateurs étrangers viennent à Paris, parce que quand la FIAC se tient à Paris, ça profite à toutes les galeries, y compris les galeries qui ne participent pas à la FIAC. Voilà, ça veut dire que ça construit une sorte d'acmé, enfin une sorte d'enflure de communication, de désir, de machin, etc., qui fait que tout le monde, quelque part, se retrouve un peu à Paris à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant, le fait que, effectivement, nos modèles doivent changer, mais considérer les invariants, c'est très important parce que finalement, ces invariants ont été délaissés. Que la connaissance, en gros, les galeries, à plein d'endroits, avaient un système qui s'était extrêmement financiarisé, avec toute l'ingénierie que ça suppose, avec tout le modèle de pensée que ça suppose, et ce qui n'est pas du tout comment dire, un reproche. Enfin, moi, j'ai le modèle Perrotin, par exemple, qui n'est pas mon projet à moi, est extrêmement respectable. Et Emmanuel est quelqu'un qui a su mettre en place quelque chose avec un regard sur les artistes, sur son époque, et a réussi à amalgamer les moyens de pouvoir faire apparaître ce qu'il avait à dire, que je trouve assez incroyable, assez remarquable. Pour autant, c'est pas mon modèle. Et puis nous, je trouve qu'on a, justement pour ces galeries qui sont nos structures, qui sont plutôt donc éditoriales, on peut aussi s'appuyer sur 2-3 données assez simples, qui ne sont pas dans le rapport de comité des galeries d'art. C'est parce que c'est très subjectif, mais d'une part, le niveau culturel moyen en France, il est hyper élevé.
hyper élevé. Ça veut dire qu'en France, par rapport à plein d'autres endroits, on est extrêmement consommateur de musées, de cinéma, de théâtre, etc. Spécialement à Paris, donc on a quand même une possibilité d'échange avec notre public qui est assez forte. On a énormément d'artistes étrangers qui séjournent à Paris sur des temps différents, mais qui viennent ici parce que effectivement ce marché est allé tellement vite qu'il fallait produire tellement vite que finalement il y a peut-être un déficit de contenu. Et effectivement, on a toujours considéré que cette scène française était un peu trop un télo, etc. Mais en tout cas, il y avait il y avait un coefficient de quelque chose qui était à retrouver par rapport à un système qui allait beaucoup trop vite et qui ne profitait que aux très grosses structures capables d'accompagner logistiquement des artistes qui sont tout le temps partout. Parti. Thomas Bernard, on continue le cheminement qui est le nôtre avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure en utilisant le terme de viewing room, qui semblerait être un dispositif dont les galeries se sont dotées progressivement pendant le premier confinement. Un dispositif numérique que vous allez décrire et qui est assez simple, mais qui en réalité se décline d'abord sous différentes formes et puis peut-être est en train de transformer profondément la relation qui s'instaure quand on rencontre physiquement une œuvre, dans un contexte normal, de visite normale, de mise en présence avec les œuvres, qui transforme ce regard et qui évidemment a des conséquences beaucoup plus larges, qui concernent le rôle des galeristes, encore une fois, qui concernent tout le processus de diffusion de l'art, des œuvres, et cet écheveau de relations qui vous lie à tous ces acteurs dont on a parlé précédemment, que sont les institutions, les collectionneurs, les critiques, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ces viewing rooms qui se sont développés? On va parler de ce que vous avez mis en place au niveau de la galerie Thomas Bernard et que je trouve vraiment très très intéressant, et de tout ce qui s'invente en ce moment. De ce côté-là, ça pose certains problèmes, hein, on ne va pas les contourner, on va essayer de les aborder, et puis on verra comment ça s'articule peut-être avec des questions de médiation, s'il en est. Alors en fait, ça rejoint une réflexion qui est générale, c'est comment est-ce que on évoquait tout à l'heure les 4 espaces physiques de la galerie, donc c'est-à-dire expo, bureau, stock, showroom, et la circulation entre ces 4 lieux et l'extérieur. C'est-à-dire que nous, typiquement ici, dans une année normale, on va faire entre 300 et 500 prêts pour des musées, on va préparer des choses pour des foires, des expositions à droite à gauche, prêter des pièces à des confrères, en emprunter, etc. Alors, donc, au-delà de ces espaces physiques classiques, effectivement, sont apparus des espaces déportés. Le premier espace déporté, c'était la question des foires, donc des points de rassemblement à droite à gauche, et qui finalement avaient tous les contours presque d'une forme de smala, c'est-à-dire un moment où la caravane se retrouve dans un système forain, enfin foireux forain. Ensuite, il y a un autre espace qui est la question, donc à la fois en gros de toute la partie dématérialisée de la diffusion de l'œuvre, ce qui va vers nos sites internet, qui va vers nos réseaux sociaux, etc. et qui en fait à chaque fois s'augmente en fonction du développement de technologies qui permettent d'aller plus loin dans comment on montre, comment on diffuse, à qui on s'adresse, etc. Alors la question, on évoquait tout à l'heure le fait que aller dans une galerie, c'est aller chez quelqu'un. Moi, je suis jamais allé, je me sens pas chez quelqu'un sur un site internet, je me sens plutôt dans une possibilité de vitrine qui essaye d'être la plus renseignée possible, qui va essayer de donner du contenu à ces différents faisceaux que nous on cherche à faire intervenir autour des artistes. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait du contenu pour qu'un critique puisse récupérer quelque chose. Il nous faut du contenu pour qu'un musée puisse s'appuyer sur nos archives. Et puis il faut qu'on ait des images pour que les gens comprennent à peu près ce que c'est que cet artiste. Et éventuellement, il faut qu'on ait
à l'intérieur de ça presque un showroom. Donc la viewing room, à mon avis, c'est la question du showroom déporté sur Internet. Les viewing rooms qui se sont construites au niveau des foires ont continué à segmenter le visitorat avec un temps réservé pour les VIP invités qui eux vont avoir accès à ces viewing rooms tel jour, tel jour, tel jour, et ensuite le public, moyennant son inscription, va pouvoir, et donc le renseignement d'une base de données, va pouvoir lui-même aussi rentrer dans ces espaces qui sont finalement l'espace déporté du showroom. Alors moi la difficulté que je trouve par rapport à ça, mais c'est peut-être aussi un moment d'ajustement, parce que cette obligation de mise à l'arrêt de tout secteur d'activité a permis, c'est aussi de pouvoir muscler ou accélérer tout un arsenal d'outils qui permettent de pouvoir des réunions à distance, de pouvoir, c'est pareil pour les étudiants, c'est pareil pour plein de choses. Donc c'est pas encore la panacée, mais en fait on va quand même vers des outils qui permettent d'aller un peu plus loin dans la relation qu'on peut avoir aux autres et aux choses. Là, le seul déficit pour l'instant que moi je trouve à ces viewing rooms, c'est que il me semble que mon activité, et d'ailleurs dans son expression légale, qui est la défense du droit moral de l'artiste, que j'ai absolument besoin de savoir à qui je m'adresse. De même que j'ai l'autorisation, et que je partage avec d'autres professions, par exemple les pharmaciens, j'ai le droit de refuser de vendre parce qu'on peut considérer que je vais anticiper l'usage que quelqu'un va faire d'une œuvre. De même qu'un pharmacien peut refuser de vendre certains types de médicaments quand bien même ils sont en accès libre, parce qu'il serait responsable de l'usage détourné qu'un de ses clients pourrait avoir de ce produit. Donc le problème de la viewing room, c'est que l'expression de ma valeur ajoutée, elle est complètement inexistante. C'est-à-dire que autant je me sens tout à fait en capacité, en appétit même à défendre le travail auprès de quelqu'un qui contesterait sa qualité ou quoi que ce soit, et la galerie est tout à fait poreuse et accueillante pour ça, enfin pour l'échange, le débat en fait. Autant finalement tout ce qui circule sur Internet est confié à un système totalement aveugle, et je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, pas de gens, je ne sais pas si les gens sont en train de rire, je ne sais pas si les gens sont en train de s'intéresser. Voilà. Et ensuite l'autre chose, c'est que, et ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est que donc on vend des œuvres qui sont originales, donc on ne peut pas comparer. Donc c'est pas parce qu'on a déjà une œuvre de un tel chez soi que une autre œuvre de ce même artiste en fait aurait des capacités d'équivalence. En tout cas, c'est pas du tout assez évident. Et donc finalement, c'est un marché extrêmement une sorte de poker menteur en fait. Et moi, je suis convaincu que la nécessité d'une expérience sensible, et qui est un vrai credo, hein, c'est au-delà de penser que c'est une nécessité, c'est vraiment un vrai comment dire, un mantra, enfin une raison d'être, de une raison vivre. d'être, c'est-à-dire que ces œuvres, elles ont une incarnation, et effectivement, alors un des points d'égoïsme en étant galeriste, c'est que ces œuvres, on va les manipuler. Et que ce soit celle des artistes avec qui je travaille, mais aussi d'autres œuvres que j'ai pu emprunter. Et effectivement, avoir dans les mains, je sais pas moi, un tableau de Nicolas de Staël, c'est déjà comprendre quelque chose auquel on n'a pas accès sans cette manipulation. Si on n'a pas le nez dessus, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Ces œuvres, elles ont parfois des odeurs, elles sortent de l'atelier, elles sentent la térébenthine. On a des œuvres qui peuvent être lourdes, des œuvres qui au contraire, bizarrement, qu'on s'aperçoit de près que finalement c'est juste de la poussière et c'est pas grand chose. Donc c'est toute la question de est-ce qu'on doit faire des œuvres pour ce type de marché ou pas. Et là, moi je pense qu'on est quand même c'est vraiment mon avis à moi, mais pendant longtemps, les galeristes, dans toute l'épopée héroïque que les gens, que les gens reconnaissaient en fait chez le galeriste, qu'on trouve encore dans certains pays, en Italie par exemple, ça fonctionne encore beaucoup comme ça, qui était que le galeriste était vraiment un prescripteur. Ça veut dire que lui, son travail, c'était d'être du côté de l'offre, c'est-à-dire d'être du côté de l'artiste, et de considérer que par sa présence, par son implication, par sa capacité de conviction, allait faire en sorte qu'un marché s'adapte à ce type d'œuvre et puisse accompagner l'artiste dans ce choix complètement fou de vie, en fait, qui est de finalement créer quelque chose que personne n'attend. A l'inverse, donc on va dire quelque chose d'assez latin finalement. Et dès lors que notre marché s'est déporté sur un système extrêmement assez anglo-saxon finalement, la question est devenue extrêmement pragmatique, était de regarder le marché et de voir comment est-ce qu'on répond à ce marché-là. Donc quelle est la demande? On a des écoles, typiquement dans des pays Angleterre, États-Unis, etc.,
qui en plus au motif que les écoles d'art sont payantes, il y a une étude extrêmement précise du marché, de sa capacité à absorber certains types d'œuvres, qui fait qu'on a des courbes sur Instagram très précises pour savoir que le bleu c'est mieux que le vert, que ça c'est mieux que ça, etc., etc. Et donc il y a aussi, exactement comme les foires ont fabriqué une sorte de rutilance et une sorte d'esthétique testostéronée à plein d'endroits, et ben finalement les viewing rooms construisent elles-mêmes des œuvres en fait qui sont, comment dire, ce système ne peut tourner qu'à l'avantage d'œuvres qui sont les plus soit dans l'image, soit dans un système qui est extrêmement désincarné. La question des viewing rooms, par exemple, aujourd'hui, elle est assez intéressante sur le fait que finalement la sculpture, ça circule assez peu, en dehors de l'étiquette. Ça veut dire qu'un France Ouest, c'est un France Ouest, et puis voilà. Donc, ça pose plein de questions sur qu'est-ce qu'on dit, à qui on a envie de le dire, etc. Il y a des structures qui ont depuis très longtemps réagi à ça. Il y a une structure qui est, en plus, une structure qui est une institution en Allemagne qui s'appelle Neugerim Schneider. Et Neugerim Schneider ont un site internet où il y a juste leur numéro de téléphone et point barre. Ça veut dire que si les gens veulent se manifester pour aller vers le contenu de ce qu'ils font, eh ben, ils se bougent. C'est-à-dire qu'ils font l'effort d'eux et eux, ils appellent, enfin, ne publient rien, même pas la liste d'artistes, etc. Alors que c'est une énorme structure légendaire, très présente sur les foires, avec des choses complètement incroyables, mais qui a toujours considéré que ce jeu de pouvoir en permanence tout mettre à disposition de tous était un jeu assez dangereux. Et effectivement, nous, ça fait longtemps que les réseaux sociaux en fait, sont une vraie source de réflexion, parce que on est, en fait, et même de tout ce qu'on montre, c'est-à-dire que c'est incroyable d'avoir en face de soi quelque part un système qui va vous dire je suis pas venu mais je l'ai vu. Et donc, et je l'ai vu et ça s'est empilé avec tout ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que moi je pense que c'est toujours plus intéressant en choisissant de se déplacer pour aller voir 10 choses que en regardant passer tous les trains et en s'empillant 1000 images d'œuvres, finalement en n'en retenant pas tellement, enfin, et d'avoir quelque chose qui est extrêmement comment dire, brut, enfin, c'est non trié, voilà. Or, l'action des galeries, c'est aussi trier. Les foires vendaient ce sentiment d'avoir, pareil, effectué un tri, c'est-à-dire de pouvoir dire, dans toute l'offre qui existe et qui est mais colossale à l'échelle du monde, et juste nous, à l'échelle de la France, de savoir qu'il y a 11 000 étudiants qui sortent des Beaux-Arts chaque année, je veux dire, ça fait quand même beaucoup de propositions en fait, qui sont en permanence mis sur un marché totalement dérégulé qui est celui de l'image et d'Internet. C'est-à-dire avec un système où on peut avoir accès à tout, n'importe comment. Les œuvres sont mal légendées, on ne connaît plus la taille, on ne connaît plus la date, on ne connaît plus le titre. Voilà, c'est du slide. Et c'est un vrai risque. Ça peut amener des choses, pourquoi pas, et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que des podcasts, on commence à écouter des gens qui en fait vont pouvoir parler d'une œuvre et donc créer des points de désir en fait qui sont tellement élevés que de ne pas aller voir cette œuvre devient du coup un manque, et c'est pareil pour les musées et c'est pareil pour plein de choses. Enfin, Alors, est-ce que c'est ça justement cette réflexion qui vous a conduit à choisir depuis plusieurs mois de présenter vous-même sur le compte Instagram de votre galerie les artistes que vous représentez, avec un dispositif qui est assez simple. On vous voit debout devant une des œuvres de l'artiste dont il est question. Et pendant quelques minutes, c'est un format assez court, je pense, moins de 5 minutes, il me semble. Oui, c'est 2 minutes, je crois. Là. 2 minutes. Mais vous voyez, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que c'est très riche. C'est-à-dire que le contenu, précisément, toutes les informations, les récits que vous proposez, et ce sont des propositions pour moi, ce ne sont pas vraiment c'est pas des leçons qui sont données au public, c'est plutôt une manière d'entrer, quelques points d'entrée possibles dans une œuvre qui est féconde, qui s'inscrit sur la longue durée et dont vous resituez comme ça
les points importants. C'est nouveau ça, un galeriste, des galeristes, parce que vous êtes quelques-uns à explorer ce type de diffusion. C'est une manière d'en appeler à un besoin de plus de contenu pour freiner précisément cet empilement d'images. Alors, en fait, c'est un double contenu. C'est-à-dire que c'est un contenu de discours et c'est aussi un contenu de présence. C'est-à-dire que on revient sur la notion de une galerie, c'est chez quelqu'un. Et c'était important, alors avec 1000 douleurs, 1000 timidités, 1000 tout ce qu'on veut. En tout cas, c'était pas du tout. J'ai jamais eu l'ambition de finir Miss Météo ou quoi que ce soit, mais c'était important à un moment d'assumer le fait que être galerie, c'est prendre la parole. Et que cette parole, si on l'ampute, on perd énormément de choses. Et tout le propos de ces petits, de ces opus hyper simples, en fait, puisque le principe, donc c'est pas préparé. Alors bien sûr, je peux vérifier la date de naissance d'un artiste parce que parfois, je sais plus si c'est 72, 73, et que bon, ça serait un peu dommage. Mais le principe, c'est de faire une prise et que ce soit le plus spontané possible, comme si je devais juste m'adresser à quelqu'un que je ne connais pas. Donc c'est pas du tout, c'est pas un discours d'expert, c'est pas un discours, comment dire, c'est pas un propos, comment dire, il n'y a pas de private joke, il n'y a pas de, enfin, c'est vraiment l'idée de dire un côté un peu comme As You Are en fait, et que ces œuvres sont des œuvres qui me plaisent en fait, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont changé le regard, qui parlent de l'histoire que je peux avoir avec ces artistes. La dernière vidéo parle d'une œuvre en fait qui parle elle-même de la galerie. Je peux parler d'une œuvre qui n'existe pas, enfin qui n'existe pas, qui n'a existé qu'une fois. On peut parler de ce rapport, enfin de mon rapport quelque part à ces expériences d'œuvres qui sont, enfin je veux dire, c'est comme une œuvre ici, c'est comme quand on va voir un super film au cinéma, en fait on n'a qu'une envie, c'est d'emmener tous ses amis voir ce film parce qu'on était tellement, ça a été tellement génial qu'on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Et l'immense chance que j'ai moi avec des œuvres, contrairement à, je sais pas, des gens qui font du vin par exemple, c'est que faire goûter cette œuvre à une personne, 1000 personnes, 100 000 personnes, je veux dire, ça n'épuisera jamais, elle sera toujours là. Donc je pense que ça vaut le coup de revenir sur cette question un peu généreuse, de dire que, et puis d'assumer totalement que aussi des histoires de goût, c'est-à-dire que non, un galeriste ne programme pas par intérêt, non, un galeriste n'a pas que une ambition financière dans son projet de vie, et que c'est assez chouette finalement d'essayer de donner, d'essayer d'être contagieux, d'essayer de partager un enthousiasme qui peut être assez élevé sur certaines pièces. Et ce type de mise en scène, aussi spontanée soit-elle, et elles le sont évidemment, ce sont des choses que vous ne faisiez pas avant. Donc est-ce qu'on peut parler d'une adaptation à la crise actuelle? Est-ce que tout ça vient nourrir une boîte d'outils, une boîte avec de nouveaux outils que les galeries sont en train de déployer? Alors, oui, en fait, toute cette mise à l'arrêt de tous ces vecteurs imposés de diffusion fait que, en l'absence de ces fournisseurs, une foire est un fournisseur, etc., ou opérateur périphérique, type une exposition qu'on organise dans un musée, etc., nous ont obligés à revenir sur une question simple, c'est finalement à la base, dans une galerie, qu'est-ce qui se passe? Et c'était revenir sur les verbes évidents de la galerie. Donc la galerie, c'est regarder, lire, écouter, échanger. En fait, des verbes simples. Et que finalement, si on essaie de transcrire un peu ces verbes avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre portée, sans trop en dire, c'est-à-dire que montrer toute une exposition, finalement, c'est un peu comme si on avait spoilé une série à la télé. C'est-à-dire que si on raconte toute l'exposition, voilà. Mais par contre, essayer de trouver un point de désir sur une œuvre, puisque c'est quand même ça le sujet, pour que des gens aient envie de venir à la fois voir cet artiste, ou voir ce qu'on fait, ou venir me voir.
Voilà, ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, plutôt valable. Et chaque galerie a réagi selon ses appétits, ses identités, ses capacités. Mais, finalement, c'est une réponse assez simple. Voilà, c'est simplement trouver, nous, en gros, un terrain que du coup on maîtrise pour revenir sur notre cœur de métier. Voilà. Et donc, votre cœur de métier? Moi, mon cœur de métier, c'est d'arriver à rassembler des gens qui, de manière assez sérieuse, assez impliquée, vont considérer de manière ultra nécessaire le propos d'un artiste a priori complètement improbable. Voilà, quelque part, enfin, nous, de manière très simple, puisque par contre, une des énormes souffrances de ce confinement, ça a été la notion de commerce non essentiel. Ce qui je trouve immonde, d'une part parce que, je suis désolé, mais quelle que soit mon activité, je suis contributeur par ma TVA, l'impôt sur les sociétés, enfin, les artistes, on est considérés quelque part comme leurs employeurs par l'URSSAF. Donc oui, on fait aussi tourner une économie. Et l'autre chose aussi, c'est que, moi je pense que c'est assez important finalement, et quand bien même certains peuvent considérer que mon métier est de vendre des trucs qui servent à rien à des gens qui de toute façon n'ont besoin de rien, et finalement cet espace il est hyper nécessaire, et spécialement à un moment où finalement on est un peu paumé, que les artistes, bon qu'on n'entend pas assez à mon sens, mais enfin c'est un autre sujet, mais c'est eux en fait qui vont pouvoir regarder les choses de biais, c'est eux qui vont pouvoir nous permettre d'avancer sur plein de choses, et sans artistes, on fait rien, on va se coucher quoi. Donc justement, moi je trouve ça plutôt, même si c'est très violent, très dur, très tout ce qu'on veut, mais je trouve que c'est une possibilité d'opportunité qui est assez dingue. Et ce premier confinement, donc moi j'étais ici, je suis venu tout le temps, mais de pouvoir, au lieu de m'adresser via la foire de Hong Kong, de machin, etc., un peu comme quand Virilio disait que tout le risque d'Internet c'était de pouvoir aimer son lointain avant son prochain, et finalement les galeries ont pu montrer qu'elles étaient aussi un commerce de proximité et pas simplement un espace de destination, qu'à l'échelle de mon immeuble, j'ai rencontré des gens super, et ça a juste coûté de mettre une affiche dans la cour pour dire je suis galeriste, mon métier c'est de vous parler d'œuvres, et venez, de toute façon on n'a rien à faire. Et c'était très bien de rencontrer des gens qui du coup avaient un avis tous les avis sont valables dès lors qu'on goûte, et c'était intéressant d'avoir des regards, d'avoir certains biais sur des choses que j'ai l'impression de vraiment connaître, et finalement d'agglomérer des regards autour d'une œuvre, c'est aussi enrichir le récit qui va avec. Donc moi je trouve ça très bien, et effectivement je trouve que la galerie en tant que et là moi je me sens vraiment dans une position de fantassin, c'est-à-dire je suis fantassin, moi je suis là pour faire en sorte que pour aller au charbon avec mes propres risques, on revient là-dessus sur le fait que je suis dans une obligation de résultat et pas de moyens, ça veut dire que je ne prends des risques qu'avec ma position à moi, je ne prends pas, je ne joue pas avec l'argent des autres, je joue pas avec, je prends ce risque pleinement, et je trouve ça plutôt assez bien, ouais, plutôt assez intéressant. Et qu'ensuite, ce que vous disiez tout à l'heure, que les galeries étaient les seuls espaces de la culture ouverts, bon, moi je vais être même encore un peu plus large que ça, je sens que c'est des seuls espaces de divertissement. C'est-à-dire que en ce moment il y a des gens dans les galeries, mais c'est pas simplement parce que le centre Pompidou est fermé, c'est aussi parce que Disneyland est fermé, c'est aussi parce que le parc machin est fermé, c'est aussi parce que... donc les cafés sont fermés, etc. Donc c'est à la fois une immense charge en termes de travail et financière, c'est-à-dire que accueillir tout le monde, ça prend du temps, il faut le faire bien, et c'est important, et c'est peut-être l'opportunité, au-delà de toute initiative qu'on peut avoir avec le comité des galeries d'art, un dimanche à la galerie, etc., de pouvoir aller à la rencontre du grand public et de pouvoir parler de notre métier. Et c'est en même temps une immense responsabilité de se dire que finalement, ce dernier flux de culture qui reste, il est ici, donc on doit rester ouvert. Et je suis très impressionné par le fait que, alors que ce grand public, pour nous, est une charge, vraiment une charge, d'un point de vue entreprise, je suis extrêmement heureux et flatté finalement de voir que l'ensemble de mes confrères et moi-même, on a décidé de rester totalement ouvert et de gérer ces nouveaux flux en sachant très bien qu'on est à perte.